BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Hebdocom. Les podcasts explosent. Médiamétrie annonce 195,2 millions de podcasts français écoutés et téléchargés dans le monde. On sera avec Antoine Monin, directeur général France et Benelux de Spotify France pour décrypter cette tendance. Les hits d'or CB News font leur retour pour l'édition 2022. On en parlera en plateau avec Rebecca Blanc-Lelouch et Frédéric Roy. Et puis Wunderman Thompson dévoile les 100 tendances de consommation déterminantes qui vont faire l'année. Virgile Brodziak, le directeur général de Wunderman Thompson Paris, sera en plateau avec nous pour parler de cette nouvelle édition 2022. Voilà le programme, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et comme toutes les semaines, on ne peut pas commencer cette émission sans nos deux chroniqueurs. Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, bonjour. Bonjour Margot. Alors on va parler podcast aujourd'hui. Ça vous surprend ce retour au format un peu plus long ? Ah, pas du tout, au contraire, ça fait partie des agréables contradictions de notre société. Et nous sommes également avec Éric Jaoui, fondateur de Zion Say, notre chroniqueur digital. Bonjour Éric. Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Alors on en parle tout de suite avec le directeur France et Benelux de Spotify France, Antoine Monin. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Antoine Monin. Bonjour. Alors Spotify, c'est la plateforme audio leader mondiale avec 406 millions d'utilisateurs mensuels dans 184 pays, 3,6 millions de podcasts et 82 millions de titres de chansons disponibles sur votre plateforme. Alors Médiamétrie nous fait cette annonce, 195,2 millions de podcasts français écoutés et téléchargés dans le monde, dont 151,7 millions en France. Comment vous expliquez cette tendance ? Alors ça fait beaucoup de chiffres, mais ce que disent ces chiffres, c'est que le podcast est vraiment un format qui est en train d'exploser dans le monde, mais aussi en France aujourd'hui. Et je pense que vos chroniqueurs en parleront bien tout à l'heure, mais c'est un nouveau format d'écoute audio. On a plus de temps, on a plus de choix. On n'est pas contraint justement éventuellement par une grille ou autre. Donc je pense que c'est la diversité des offres. C'est aussi l'écoute à la demande, je pense, qui fait la différence. C'est pour l'utilisateur la possibilité d'écouter le contenu qui l'intéresse au moment où il intéresse, dans les conditions qui l'intéressent, et c'est toute la force de ce que propose Spotify. Alors certaines... Oui, pardon, il y a allez-y quelque chose Éric. de magique, je trouve, c'est qu'il y a un minuteur pour arrêter l'écoute. Et ça, moi, ça me change tout, parce que si dans une demi-heure après, je veux que le podcast s'éteigne et continue à dormir, vous êtes les seuls à le faire. Ah, oui, vous endormez oui. sur le podcast. Il y a Éric. plein de fonctionnalités qui permettent justement de personnaliser son expérience d'écoute. Alors, on ne peut pas faire l'impasse sur une actualité qui fait la une ces derniers temps. Certains épisodes de Rogan et l'intégralité de ceux de Alain Soral ont été bannis de votre plateforme. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est pas à moi de commenter le détail de ces choix. Notre fondateur Daniel Ek s'est exprimé sur le sujet. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à articuler la liberté d'expression des créateurs audio, l'usage de nos utilisateurs et leur sécurité. Donc, comme toutes les grandes plateformes, on a une politique de modération de contenu. On l'a publiée récemment pour qu'elle soit à la fois transparente et accessible. Éric Jaoui ? Et justement, Spotify, c'est le leader donc, du podcast. Est-ce que c'est grâce à des podcasts engagés, comme ceux de Coming Out ou Tony Parker, que vous avez réussi à trouver cette place ? Justement, je crois que c'est la diversité de l'offre. Vous donnez deux bons exemples assez différents. Coming Out, qui est un podcast intéressant sur la parole libérée pour les communautés LGBTQ, on va dire. Tony Parker, qui est plus un podcast conversationnel, emmené par notre grand héros national, Tony Parker. On a aussi L'heure du monde, qui est un podcast d'actualité quotidien qu'on produit, nous, Spotify France, avec Le Monde. On a Mythes et légendes, qui est plutôt a priori pour un public enfant, mais qu'en fait il s'écoute en famille. Donc je crois que c'est justement la diversité de l'offre et cette possibilité de choisir le contenu qu'on a envie d'écouter, informatif, divertissant, curieux. Voilà, je crois que c'est justement la diversité de cette offre. Vous l'avez dit, 3,6 millions de podcasts sur Spotify différents, donc l'offre est large. Et quels sont les plus écoutés en France ? Les Français, ils ont des tendances particulières, entre autres par rapport à leurs voisins ou... Alors,
la France est en train d'accélérer l'adoption de l'usage du podcast. C'est déjà extrêmement répandu aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. La France est en train de rattraper son retard, comme souvent. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit chez nous, on les a cités. Je pense que Tony Parker a un gros succès sur Spotify. L'heure du monde, c'est un podcast qui permet d'aller un peu plus profond dans l'actualité, de creuser un sujet. Donc pareil, il y a cette qualité, ce temps d'écoute. Donc, mais aussi Coming Out, on l'a dit, Mythes et légendes. Et on en a un autre bientôt qui sort qui s'appelle Sauce algérienne, qui va être assez intéressant. Donc voilà, je crois que c'est la diversité de l'offre et ces podcasts-là en sont les bons exemples. Justement, en parlant des podcasts famille, je crois que vous avez une petite question là-dessus. Une vraie Eric question Jaoui. très importante pour moi. À quand un Spotify par profil? Parce que moi, comme j'ai des enfants, dans ma playlist, j'ai Chantal Goya qui arrive tout le temps, mélangée avec les artistes que je vais écouter. Alors, oui. alors ça, on a une offre famille en fait, où vous pouvez avoir plusieurs comptes sur un même abonnement, et il faut en fait personnaliser chaque compte pour que quand l'un... Ah donc ça existe, je ne savais pas. Ça existe, il faut personnaliser, il faut prendre l'offre famille. Je vous le propose, je vous le suggère. Et à ce moment-là, personnaliser les profils pour qu'en effet, les écoutes des uns et des autres. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on crée des fonctionnalités qui permettent de mélanger. On fait des blends, ce que ça s'appelle. Donc, si familial. Ouais, exactement. Vous pouvez faire un podcast familial pour faire des blind tests en voiture, etc. Donc, on a plein de fonctionnalités marrantes pour les familles. C'est quoi le modèle économique pour les podcasts, justement? Alors, justement, on est en train de développer largement ça. Donc, déjà, notre modèle économique de base, c'est que quasiment 70% de nos revenus sont reversés aux ayants droit de la musique. Maintenant, on est en train de développer un nouvel axe pour les podcasts. Le modèle économique, il est celui de la publicité. Et donc, on est en train de développer plein d'outils différents pour les annonceurs et pour les éditeurs et producteurs de podcasts, pour pouvoir choisir quel type d'offres publicitaires ils veulent proposer aux annonceurs et aux utilisateurs. Donc ça va du host read, donc c'est l'animateur du podcast qui va lui-même lire une annonce. On peut un peu parler de sponsoring. Streaming ad insertion, là on est plus sur des formats audio digitaux dynamiques, j'ai envie de dire, contextualisés. Mais on propose également aux éditeurs de podcasts de proposer des podcasts payants. Donc vous pouvez considérer par exemple que vous avez une quinzaine d'épisodes mais que vous mettez 2 épisodes bonus en payant. Par exemple pour des médias qui ont déjà une offre payante, je prends l'exemple de Mediapart avec qui on a fait un partenariat. Ouais. Mediapart, vous êtes abonné à Mediapart, vous avez accès au contenu audio de Mediapart grâce à votre abonnement payant. Et ben, si vous liez votre compte Mediapart à celui de Spotify, vous pouvez directement écouter dans Spotify vos contenus Mediapart. Donc on a plein d'offres différentes qui permettent à la fois aux éditeurs de podcasts et aux annonceurs de créer un nouveau business model qui permet de rémunérer les producteurs, auteurs, créateurs de podcasts. Parce que pour le moment, c'est pas encore vrai. Enfin, en tout cas, du côté des annonceurs, il y a un intérêt manifeste, mais il y a aussi beaucoup d'interrogations sur comment on fait au fond. Absolument, et c'est tout à fait légitime. On est au début, alors je le disais, en France surtout, on est au début de l'adoption et d'usage, donc il y a beaucoup de pédagogie et d'explications à faire. On est dans l'ère du digital audio, donc c'est vrai que les campagnes publicitaires sont mieux ciblées, on a plus de retours, plus de métriques sur la campagne qu'on va pouvoir mener. Donc justement, nous en France, on a une équipe dédiée, on a une équipe commerciale dédiée aux annonceurs et aux agences qui permettent justement d'expliquer comment on travaille, quels sont les outils qu'on met en place pour monétiser les podcasts. Et donc on a eu une première super expérience avec LinkedIn, qui a sponsorisé le podcast L'heure du monde pendant plusieurs semaines, et ils en étaient ravis, nous aussi. Donc c'est un premier exemple, et notre équipe. Il y a des exemples étrangers dont on peut se. Le marché américain est énorme de ce point de vue-là. Donc là, il y a sur les host read dont je vous parlais avant, où ce sont les animateurs eux-mêmes qui vont engager, mais aussi sur streaming ad insertion. Donc il y a plein de modèles différents. Le revenu publicitaire de Spotify, depuis justement l'accélération du développement du podcast, il est en très forte croissance. On a dépassé le milliard de dollars de revenus publicitaires sur une année. C'est la première fois que ça arrive. Et on est sur une croissance de plus de 40% de notre revenu publicitaire. Et c'est vraiment sur la partie podcast que c'est en train d'accélérer. Vous vous lancez également dans le podcast vidéo, je crois. Pourquoi ce choix et c'est quoi la différence entre une vidéo et un podcast vidéo, justement ? C'est proposer une fonctionnalité supplémentaire aux créateurs que ça intéresse, parce qu'il y a des créateurs qui ont des communautés vidéo ou pour lesquelles l'image est importante. Donc c'est pour proposer cette fonctionnalité supplémentaire à certains créateurs. C'est pas forcément adapté à tous les podcasts, mais l'exemple qu'on a pris en France et là où on a été les premiers, c'est que le podcast La Fabuleuse, qui est le podcast de la bande de Bilal Hassani, j'ai envie de dire, ils ont fait leur podcast vidéo parce que c'est vraiment tout un univers à eux, une bande
bande d'amis, on a l'impression de rentrer avec eux en fait dans leur maison ou dans leur chambre. Donc c'est une façon différente de partager et de Vous devenez un peu un réseau social en faisant ça. Pas réellement un réseau social, mais on est une plateforme où les créateurs interagissent avec leurs utilisateurs. Donc on essaye de donner le plus de possibilités possibles aux créateurs, de proposer des différents contenus possibles aux utilisateurs. Donc pour un public assez jeune, le podcast, le podcast vidéo est un format très prometteur. Frédéric ? Au fond, quel est le bon moyen de faire de la pub sans faire fuir? Parce que la pub audio, c'est pas toujours très apprécié des utilisateurs. Justement, ce qui est intéressant avec le format podcast et le format audio à la demande, c'est qu'on offre beaucoup plus de modalités et de fonctions pour les annonceurs, les marques et les agences de créer des contenus audio qui soient justement moins intrusifs, qui soient plus contextualisés. Donc tout cet accompagnement-là qu'on peut faire, on est dans le ciblage d'une audience particulière, d'un moment particulier, donc on est capable vraiment d'adapter le message. Et nous, on a tout ce travail d'expertise et tous ces différents outils qu'on met en place pour que la publicité audio soit dans un meilleur contexte. Est-ce que les revenus provenant des utilisateurs ont justement augmenté là au 4e trimestre ? Oui, bien sûr. En fait, c'est mécanique. Nos utilisateurs, si ce sont des utilisateurs gratuits, c'est financé par la publicité, et nos utilisateurs par abonnement également augmentent. Donc nos abonnements augmentent mécaniquement, nos revenus augmentent mécaniquement, et cette partie-là, à 70%, continue à être reversée aux artistes de la musique. Un modèle économique en effet domino, un petit peu. Exactement. Merci beaucoup Antoine Monin d'avoir été en plateau avec nous. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique TechCom de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien Casqui. Bonjour Margot. Alors la star de télé-réalité Nabila, le joueur de football Andrés Iniesta et plus récemment le rappeur américain Gunna ont une chose en commun. De plus en plus d'influenceurs promeuvent sur leurs réseaux sociaux des plateformes de crypto-monnaies. Un phénomène qui peut tout de même entraîner certaines dérives, Julien. Eh oui, devenir millionnaire sans prendre de risques en misant sur des crypto-monnaies, est-ce que ça vous tente? Si oui, faites attention. Voilà le message que postent sur les réseaux sociaux de nombreux influenceurs, sans signifier qu'il s'agit de publicité, avec parfois des conséquences graves. Ces promotions peuvent déboucher sur des arnaques malgré la bonne foi des influenceurs. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours avec le rappeur américain Gunna. Il a fait la publicité d'une crypto-monnaie qui s'est avérée totalement frauduleuse en 2021. Les arnaques à l'investissement, vous voyez, ont fait perdre près d'un demi-milliard d'euros aux Français en 2021 et près d'un tiers des victimes avaient été exposées à des publicités sur les réseaux sociaux selon l'autorité des marchés financiers. Mais l'Europe commence de plus en plus à encadrer ces publicités, Julien. Et oui, c'est l'Espagne qui est pionnière en la matière. Elle a instauré une nouvelle loi il y a quelques semaines. Les influenceurs devront obligatoirement notifier aux régulateurs des marchés financiers leurs futurs postes publicitaires et surtout ils devront exposer les risques encourus dans leurs postes sous peine quand même d'une amende de 300 000 euros. Au Royaume-Uni, les publicités des crypto-monnaies sont soumises à la réglementation des marchés financiers, donc une réglementation très lourde. En France, il n'y a pas encore de loi spécifique pour réguler les crypto-monnaies, mais Bercy et l'AMF ont d'ores et déjà annoncé qu'ils mettaient en place une task force pour surveiller les crypto-influenceurs, et la répression des fraudes, elle, a annoncé qu'elle en faisait sa priorité pour 2022. Et de ce fait, certaines marques de trading sérieuses commencent à réorienter leurs investissements publicitaires. Et oui, c'est le cas de la plateforme Trade Republic, plateforme de crypto-monnaie qui souhaite mieux choisir ses influenceurs. Elle ne souhaite plus être associée à des influenceurs qui peuvent promouvoir sur leurs réseaux sociaux des plateformes frauduleuses. Elle cible donc des influenceurs jugés sérieux comme Hugo Décrypte ou Anonymous. Certaines plateformes préfèrent, elles, tout simplement axer leur publicité sur les médias traditionnels comme la télévision ou la radio, quitte à cibler un public plus âgé que sur les réseaux sociaux. Ce sera le cas ce dimanche soir si vous regardez le Super Bowl. En plus des publicités pour les traditionnels Bud, Nissan ou Lay's, eh bien vous verrez des publicités sur les crypto-monnaies. Preuve que la télévision reste un média incontournable, même pour des produits à très forte valeur technologique. Merci beaucoup Julien Casqui de nous avoir informé sur ces plateformes de crypto. Et maintenant, on fait un point sur l'actu avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Ravie de vous retrouver. Alors l'actu cette semaine, on parle du programme de lutte contre la désinformation. Il s'appelle Objectif Désinfox et il réunit 21 médias français. Alors pour contextualiser, le but de cette coalition, c'est de contrer les fausses informations durant la campagne des élections présidentielles et législatives. Je cite le communiqué, mettre en commun leurs fact-checks pour les rendre plus visibles et répondre aux demandes de vérification du grand public. Parmi les 21 médias qui se sont réunis, l'AFP, Arte, BFM TV, Euronews, France 24 et j'en passe. Ce programme est coordonné par l'AFP avec le soutien de Google France. Et depuis cette semaine, un fil de vérification a été lancé et il est entièrement dédié aux élections présidentielles et législatives de 2022. Et d'ailleurs, 46 sujets ont été d'ores et déjà étudiés. Ils ont été soit jugés faux, soit trop approximatifs par les rédactions. Alors Rebecca, c'est Dalkia avec Havas Paris Social, filiale du groupe EDF, qui se mobilise et qui sort cette semaine un hashtag spécialisé dans les services énergétiques, le hashtag DLD, pour contribuer à rendre le numérique plus responsable. Alors c'est comme la date limite de consommation sur les produits, et ben là c'est la date limite de disponibilité. Ce hashtag a pour but d'attirer l'attention sur la date de péremption des posts sur les réseaux sociaux qui, oui, polluent la planète. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de posts sur les réseaux qui viennent encombrer les serveurs informatiques et créer une pollution invisible. Du coup, chaque publication de Dalkia comporte désormais le hashtag DLD suivi du mois de la fin de disponibilité du contenu. Par exemple, le hashtag DLD mars, au mois de mars, le community manager de chez Dalkia pourra supprimer de façon mécanique tous les posts le comportant. Et vous allez nous parler, Rebecca, de la plateforme YouCare qui a permis aux associations de bénéficier gratuitement de campagnes d'influence. C'est l'agence WOO qui avait lancé cette fonctionnalité en 2019. Et oui, alors le bilan, 2 ans après, 60 associations ont été accompagnées par YouCare. Et en fait, YouCare permet tout simplement aux influenceurs de mobiliser leur communauté au profit de causes qui leur tient à cœur. Par exemple, les associations Action contre la faim, l'UNICEF, Good Planet, le Téléthon et encore d'autres ont bénéficié d'une bonne visibilité et ce, gratuitement. Par ailleurs, une autre fonctionnalité de la plateforme You tout court, cette fois-ci, permet de devenir ambassadeur pour les marques et de recevoir des produits directement chez soi, quel que soit son nombre d'abonnés. Et il me semble que cette plateforme, elle a déjà 300 000 inscrits. C'est plutôt pas Exactement. mal. Cette semaine, au cours d'une très belle cérémonie online, et on en profite parce qu'on a le rédacteur en chef en plateau, Frédéric Roy, le palmarès des hits d'or a été dévoilé, le classement de la meilleure agence par CB News. Et le grand gagnant 2021, c'est l'agence Buzzman devant Publicis Conseil et TBWA Paris. Et parmi le palmarès des directeurs artistiques, il y a Margot Ontang de Buzzman, Jordan Lemarchand de Mullen Lowe, une égalité qu'on retrouve chez les concepteurs-rédacteurs, avec Melvin Béréouk de Buzzman encore, et Antoine Collin à la première place. Côté maison de production de films, ce sont Solab et Henry qui sont ex-aequo et qui remportent la victoire. Schmooze à la première place des maisons de production de son. Frédéric, racontez-nous comment s'est passée cette semaine. Alors la semaine formidable. Les hits, en fait, c'est les hits d'or. Généralement, c'est une belle soirée. Évidemment, cette année, c'était une cérémonie uniquement numérique toute la journée de mercredi en réalité. Et c'est surtout, en fait, la fin d'un championnat. Tous les mois, on réunit des jurys qui regardent toutes les campagnes que les agences nous envoient. Et à la fin, on regarde qui sont les vainqueurs. Et cette année, clairement, Buzzman est la campagne de la maturité. Voilà, avec Georges Mohamed Chérif qui fait la une. Voilà, qui fait la une de Buzzman, qui fait la une de ce numéro de CB News. De ce numéro 100. De ce numéro 100. Félicitations en tous les cas à CB News, Frédéric Roy. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les réseaux sociaux de Frédéric Roy, qui sont très drôles parce qu'il a passé une sacrée semaine avec cette cérémonie online à préparer. Et vous nous avez fait bien rire toute cette semaine. Merci à vous, Rebecca. Merci, Margot. Tout de suite, on passe au décryptage. On décrypte les prévisions de consommation 2022 dans une dizaine de secteurs avec l'agence de communication marketing Wunderman Thompson Paris. BFM Business, Hebdocom, décryptage.
Bonjour Virgile Brodziak, vous êtes donc le directeur général de Wunderman Thompson Paris. Pour la 8e fois, Wunderman Thompson présente son étude de Future 100 qui, comme son nom l'indique, anticipe les 100 tendances à venir de cette année. Est-ce que 2022 représente un virage à 180 degrés pour vous ? Alors non, c'est jamais un virage à 180 degrés, c'est un prolongement d'un certain nombre de tendances. En effet, c'est la 8e année qu'on conduit cette étude, c'est une étude internationale qu'on mène avec l'ensemble des équipes de Wunderman Thompson à travers le monde, des consultants, des planeurs stratégiques qui essayent d'identifier des grandes tendances. Et donc toutes celles-ci, elles se prolongent. Et puis après, des signaux faibles qui peuvent être parfois des choses un petit peu plus surprenantes, on va dire, mais auxquelles nous, on pense que les marques qu'on accompagne devraient continuer de s'intéresser. Frédéric ? Alors moi, ce qui m'a frappé quand même quand j'ai vu la relation de l'étude, c'est le côté optimiste. C'est d'un optimisme débordant. Il y a vraiment, on y croit, il y a le métaverse et tout. Et j'ai trouvé que c'était un chouïa contradictoire avec l'ambiance dans laquelle on était là en ce début d'année 2022, non ? Alors, je pense que le début d'année qui était marqué par des crise politique et puis la 5e vague a peut-être été un poil plus morose que ce qu'on anticipait, mais si on regarde au global, on a quand même depuis la sortie, enfin en tout cas ce qu'on espérait être une sortie de crise après l'année 2020, une envie d'optimisme, une envie de positivité, de retrouver la capacité à se projeter dans le futur, de construire des projets, d'innover. Et ça, à travers toutes les catégories. On a ces 10 catégories qu'on balaye, le luxe, la culture, la distribution, le marketing forcément, la santé ou l'alimentation. Et un peu partout, on retrouve cette notion d'optimisme. Et justement, quelle est la tendance qui vous a le plus surpris pour vous sur l'étude ? Normalement, elles sont censées un peu toutes nous surprendre, mais je pense qu'il y a une tendance qui est évidemment centrale, qui est tout ce qui se passe autour du métaverse, tout ce qui se passe autour aujourd'hui et des mondes virtuels, et puis au sens plus large derrière ce qu'on met derrière le concept de métaverse, c'est-à-dire tout ce qui touche aux crypto-monnaies, aux NFT. Alors vous avez parlé des cryptos un petit peu tout à l'heure, qui moi me semble être en fait quelque chose de naissant, mais aussi quelque chose qui va transformer le monde digital, physique, sur les 10, 15, les années à venir. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est le secteur de la santé. Autant que le secteur du voyage, on retrouve une tendance un peu de retour à soi, d'intégration méditative. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est intéressant, je pense qu'on vit dans un monde dans lequel on est de plus en plus sollicité par la technologie, dans lequel l'attention est de plus en plus difficile à accorder. On parle aussi pas mal dans les environnements professionnels de surcharge, de burn-out. Et donc du coup, en face de ça, il y a plusieurs expériences, et c'est intéressant parce qu'en effet on les retrouve dans la santé, on les retrouve dans le voyage, on les retrouve dans la culture ou même dans la catégorie de travail, qui proposent de reprendre le temps, qui propose de se reconcentrer, qui propose de méditer. Il y a cette tendance du meditative travel et de refaire le vide, de reprendre un petit peu de distance par rapport à un monde qui va très vite, trop vite, peut-être. C'est marrant parce que on fait le parallèle avec la rubrique juste d'avant sur le podcast où il y a un retour au format long, et là on parle justement de ces tendances avec un retour au lent. Frédéric ? Absolument. Mais il y a aussi une tendance qui est, dont vous parlez, qui est le brandalisme. En gros, c'est la contraction de brand et de vandalisme. Tout à fait. Et qui consiste en gros à contester, à être anti-pub à l'intérieur du système. Mais c'est ça. Pour une agence, c'est un peu embêtant, non ? Non, pour une agence, c'est intéressant. Pour une agence, je pense que c'est même un signe, un réveil, une discussion intéressante à avoir aussi avec et nos collaborateurs, pour commencer, et ensuite les marques qu'on accompagne. Parce que ce que nous disent en effet les actions, que ce soit de Greenpeace, Extinction Rebellion, qui détournent des campagnes beaucoup sur les SUV, c'est ce qu'on voit dans le rapport, pour souligner l'urgence climatique qui arrive et l'impact que ces véhicules peuvent avoir. Ce que ça souligne pour nous, c'est aussi le besoin peut-être de faire une communication plus responsable, d'expliquer ce que nos messages peuvent avoir comme impact sur la consommation au sens large et puis la planète. Et donc c'est des discussions, moi je trouve, qui sont
importante et intéressante à avoir avec les marques qu'on conseille. Une tendance aussi assez surprenante, c'est pour le secteur du luxe, une tendance que vous appelez la luxification sonore. Oh, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai adoré ça. Je pense que du coup le monsieur de Spotify qui était là serait très content, mais c'est vrai que on a un travail, si vous voulez, aujourd'hui sur l'expérience audio qui est proposée à travers alors des grands acteurs de l'enceinte des Deux Viallets ou des acteurs de l'automobile, par exemple, qui proposent des environnements d'une qualité extrêmement bonne, avancée, on va dire, et qui font que l'expérience audio, un peu au même titre qu'une expérience sensorielle, type gastronomique, c'est très méta, de luxe, ça, en vrai. vous projette, et moi je crois beaucoup, j'adore les podcasts, donc je crois beaucoup à cette capacité du son à transporter, à créer des univers extrêmement luxueux. Bien sûr. Eric ? Et justement, puisqu'on parlait de son, et dans le domaine de la culture, justement, quelles sont les perspectives ? Le turfu de la culture. Alors, il y a plein de perspectives. Dans cette catégorie, on va retrouver plusieurs choses qui sont liées notamment au métaverse et aux environnements virtuels. La possibilité demain de connecter des publics avec des stars à travers des concerts virtuels. Et on a vu des choses qui étaient faites par Travis Scott, Lil Nas X, Ariana Grande dans des environnements comme Fortnite. Et ensuite, il y a évidemment aussi beaucoup d'autres perspectives qu'on voit se disséminer dans le rapport. Le lien des acteurs avec leur public et la propriété des œuvres qui peut être partagée sur des dispositifs NFT. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces univers de la technologie dans le turfu de la culture. Merci beaucoup Virgile Brosiac. J'adore le mot turfu, il fait sens dans toute cette émission à chaque fois. Merci d'avoir été en plateau avec nous, c'était un plaisir. Merci à nos deux experts, Frédéric Roy, Eric Jaoui. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Yes. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.